Bonjour à tous, Michael Ohana, je suis ravi de vous accueillir pour cette conférence au sein des locaux de BPI France qui nous accueille. Vous verrez la cohérence de cet endroit par rapport à vos cursus et à vos ambitions. Donc l'idée de cette conférence, c'est de voir ensemble quels sont les processus de recrutement en finance, à la fois à Paris et à Londres, de voir ensemble l'impact des calendriers de candidature dans vos process et d'essayer de voir comment est-ce qu'on envisage un job en finance à la sortie comme l'aboutissement de la construction en fait d'une suite de stages et comment en fait on n'est pas dans une logique où on va sortir de ses études avec une césure qui n'a rien à voir et trouver un job en finance. Ok, ça c'est vraiment le premier point qu'il ne faut pas atteindre, c'est vous dire que si vous voulez une carrière en banque d'affaires, finance de marché ou en carrière d'investisseur, il faut vous y prendre le plus tôt possible, dès la première voire deuxième année d'école, parce que vous allez construire un parcours qui a une cohérence à la fois sur le CV, mais aussi une cohérence purement technique sur le métier que vous allez faire à l'issue de vos études. Et que cette cohérence, il faut l'avoir en tête a priori. En deux mots, Alumni, qu'est-ce que c'est? C'est une structure qui a été lancée il y a 6 ans avec l'objectif d'aider les talents à construire une carrière à la hauteur de leurs ambitions. Partant du principe que les services carrières étaient assez peu compétents et partant du principe que c'était assez facile de passer à côté de ces stages et de se rendre compte un petit peu trop tard qu'en fait on aurait peut-être dû faire les bons stages au bon moment pour décrocher le job qui nous plaît. Pourquoi est-ce qu'on existe? Initialement, on existe parce qu'on n'était pas accompagné, enfin à titre personnel, moi j'étais étudiant à l'ESSEC, j'ai monté cette structure en tant qu'étudiant à l'ESSEC. J'avais pas d'accompagnement en finance, technique et sectorielle. J'avais un grand frère qui a 10 ans de plus, qui connaissait un peu la finance, qui m'expliquait les grandes divisions. Et le fait est que soit vous avez des parents dans le secteur, soit vous avez des frères et sœurs dans le secteur, soit vous avez le service carrière de votre école, et alors là vous partez avec un vrai désavantage. Donc l'idée c'était de permettre de donner davantage d'informations et d'avoir un accompagnement carrière à l'anglo-saxonne. J'avais fait un échange en MBA, là-bas, sur chacune des verticales, en finance, en conseil, vous avez un ancien pro qui vous ouvre son carnet d'adresses, qui vous accompagne sur les contenus techniques à préparer. Et donc l'idée d'Alumni, c'était de répliquer ce modèle sectoriel, technique, avec une dimension réseau. On a formé un peu plus de 2000 personnes en 6 ans. On tape dans ce réseau pour permettre à des recruteurs de sourcer des talents sur les métiers de l'investissement principalement, à savoir private equity, venture capital, mais également hedge fund, donc des profils un peu plus quantitatifs ou des profils sur des fonctions support. Et aujourd'hui, c'est l'activité que je développe depuis 1 an. Le premier point, c'est que le calendrier, c'est la clé pour décrocher un job dans le secteur, que ce soit en banque d'affaires, en finance de marché, en conseil en stratégie et en private equity. De comprendre comment se fait le recrutement dans les coulisses, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que le principal de votre temps, vous allez le passer à candidater en ligne dans ce qu'on appelle des black box. Donc en gros, vous envoyez une candidature et vous n'entendez plus jamais parler de cette candidature. Vous devez comprendre ce qui se passe de l'autre côté, comprendre que le calendrier, le moment auquel vous postulez, ça a un impact direct sur le fait que vous soyez rappelé ou non en entretien. C'est vraiment, vraiment important de comprendre que si vous avez un excellent CV et que vous ne recrutez pas au bon moment, que vous ne postulez pas au bon moment, vous n'allez pas être rappelé, c'est certain. Et à l'inverse, si vous avez un CV assez moyen mais vous postulez au bon moment auprès de la bonne personne, vous aurez des entretiens. Je vous donne un exemple.
Si aujourd'hui, certains d'entre vous cherchent un stage en private equity en septembre, c'est une période, et que vous avez une première expérience en banque d'affaires, c'est extrêmement simple auprès de tous les fonds de private equity de trouver un stage. Parce que c'est une période de l'année, en juin, là, où tous les fonds sont en recherche de leurs stagiaires en septembre et non pas de candidats avec une première expérience significative. A l'inverse, vous postulez dans les mêmes fonds plus tard dans l'année, là la compétition, il y aura énormément de profils pour des deuxièmes parties de césure en janvier et vous aurez beaucoup moins de chances d'être appelé en entretien. Okay, c'est un exemple très simple, c'est sur les stages de 6 mois pour les fonds de private equity. Si on prend le modèle des banques anglo-saxonnes, le timing de votre candidature il est clé parce qu'elles ouvrent en général au mois d'août. Donc les candidatures ouvrent au mois d'août. Elles s'achèvent en général fin octobre, fin décembre. Mais la date où elles s'achèvent n'a que peu d'importance puisqu'en fait les candidats sont rappelés au fil de l'eau. Ce que les banques appellent on a rolling basis. Le fait que ce soit un processus de recrutement on a rolling basis, ça veut dire concrètement que tous les étudiants qui rentrent en master de finance par exemple et qui font leur rentrée au 4 septembre, le temps qu'ils se mettent dans le bain, qu'ils comprennent qu'en fait les candidatures c'est maintenant, qu'ils préparent leurs essais, CV, lettres de motivation et les essais en ligne, qu'ils préparent les tests numériques, en général ils ont un mois et demi dans la vue. Okay, parce qu'ils comprennent qu'en fait c'est tout de suite, mais le temps de produire vos essais, de les faire relire, d'avoir un CV d'équerre et d'être certain de tous vos éléments de candidature. Il y a même certains qui n'arrivent pas à avoir tous ces éléments à temps. Okay, donc ça, c'est un élément clé de passer une partie de votre été, en juillet, en août, à préparer ces éléments-là pour postuler au Summer Internship à Londres. Il y a un élément important à garder en tête. Si vous êtes une fille et que vous candidatez, les banques essayent d'avoir 50-50 à l'entrée, c'est-à-dire sur une promo d'analyste, d'avoir de la parité. Si vous postulez assez tôt, vous êtes quasiment certaine d'être appelé. Ok ? Ça ne veut pas dire du tout que vous êtes certaine d'avoir une offre, okay, parce que le niveau de sélection ne sera pas inférieur ou pas, mais en revanche, le ratio de filles rappelées est plus élevé. Tout simplement parce qu'à l'entrée du pipe, ils ont 20 ou 30% de candidatures féminines et qui veulent arriver à 50% d'offres. Donc mécaniquement, ils sont obligés de rappeler une plus grande proportion de filles par rapport aux hommes. Okay, et en général, dans le calendrier, empiriquement, on observe que les filles sont rappelées d'abord et ensuite les hommes. Donc le calendrier, c'est un élément clé de vos candidatures pour Londres. Londres, le Summer Internship que je viens d'évoquer, c'est un programme qui dure 10 semaines, qui a lieu à partir du 24 juin en général et qui s'achève fin août. C'est un programme qui est hyper intéressant pour vous parce que si vous faites un bon Summer Internship, vous êtes embauché. C'est quasiment mécanique. Et ça, c'est très différent du système de stage francophone où en gros, si vous faites un bon stage de 6 mois, on vous serre la pince et on ira boire des bières avec vous à votre pot de départ. Mais en revanche, vous n'aurez que très rarement des offres de job. Okay, si vous faites un excellent stage, vous serez peut-être rappelé pour venir repasser des entretiens pour un CDI. Donc la conversion d'un stage de césure en M&A chez BNP, Société Générale et toutes les autres banques françaises qui sont très friandes de stagiaires, cette conversion-là, elle est beaucoup plus rare. Et si vous avez un stage, un Summer Internship dans une banque anglo-saxonne, vous avez beaucoup plus de chances de convertir en full-time, en job, en CDI. Ouais. Pour les banques françaises qui sont à Londres. Les banques françaises qui sont à Londres fonctionnent comme des banques françaises et du coup ont assez peu de flexibilité sur ce qu'on appelle les headcounts. Donc c'est les offres, c'est les budgets d'embauche pour les RH. Et les headcounts sont déterminés
à l'issue d'une année. Et grosso modo, les banques françaises ont beaucoup de mal. Elles font des summers. Je crois qu'elles ont arrêté d'en faire parce qu'elles n'arrivaient pas à délivrer sur cette promesse d'embauche. Donc, il y a des embauches dans les banques françaises, peut-être au maximum 10 par an à Paris, sur un effectif de 100 stagiaires à la BNP. Ça te donne un ratio d'embauche qui n'est pas incroyable. À l'inverse, sur une promo de 90 personnes dans une banque anglo-saxonne, vous aurez plus de 70% de la promo qui a un job à la sortie. Donc c'est pas intuitif parce qu'on a l'impression que c'est plus dur chez Goldman que chez BNP. Mais en fait, le système du CDI fait que les banques françaises sont globalement assez frileuses. Ça, c'est vrai en banque d'affaires, donc en corpo, comme en marché. Okay. Si vous êtes quant, il y a du travail à Paris, dans les banques françaises, en quant, finance de marché, en modélisation, en risque, il y a du travail. Pour le reste, en finance de marché à Paris, il n'y a pas de travail. En vente, en trading, en structure, il n'y a pas de job. Donc il y en a à Londres. Il y a des stages à Paris, mais il y a très peu de CDI. Et j'ai des profils extrêmement bons, 2 ans chez Goldman à Londres, qui cherchent un taf à Paris depuis 9 mois et qui ne trouvent pas. Donc c'est juste que le marché est fermé. C'est pas pour vous décourager ou pour avoir un discours tourné très anglo-saxon, c'est pas du tout le propos, c'est simplement hyper pragmatique. Vous, votre objectif, c'est d'avoir un job à la sortie de l'école. Et du coup, vous devez focaliser vos efforts sur les endroits où il y a le plus de chances possible de décrocher un job. Il est vrai qu'il y a du travail dans les boutiques M&A, Lazare, Rothschild embauche, toutes les boutiques mid-cap embauchent. Donc ça, c'est pas un problème de trouver un job à Paris. Mais en finance de marché, là, il y a un vrai sujet. Donc, j'ai évoqué les summers. Je vais parler des springs. Si vous êtes en première ou en deuxième année d'école, ça vous concerne. Les springs, c'est un programme de découverte qui dure entre 3 jours et 2 semaines en fonction des banques. En général, le format standard, c'est 1 semaine. Donc, c'est tout frais payé. La banque vous invite pendant 4-5 jours à rencontrer ses équipes, à assister à des conférences. Et l'idée, c'est de vous initier au métier qu'elle propose et, ce faisant, vous permettre de rencontrer les équipes, de networker. Et eux, c'est un moyen d'identifier les talents au sein de votre promo de Spring Intern et de les inviter pour un assessment center pour décrocher le summer de l'année suivante. Donc ça, c'est le spring. Le summer, c'est la même chose, mais sur 10 semaines. C'est un entretien qui dure 10 semaines. C'est hyper compétitif d'y rentrer, et ça devient encore plus compétitif une fois qu'on y rentre. Parce que tous les gens qui intègrent un summer internship ont pour objectif de décrocher une offre. Et du coup, vous vous retrouvez dans un environnement assez compétitif. Et il ne faut pas se tromper. Votre objectif, ce n'est pas d'assassiner les autres. Si 7 personnes sur 10 ont une offre, ça veut dire que vous pouvez continuer à avoir des relations cordiales avec tout le monde. Okay. Donc ceux qui se trompent dans ce type d'environnement sont ceux qui ont l'impression de rentrer dans la jungle avec un couteau entre les dents. Il y en a beaucoup. Et donc ça, votre travail, ça va être essayer de les désamorcer. Et à l'inverse, d'essayer de créer du lien avec les équipes et de vous rendre indispensable au sein d'une équipe en très peu de temps, parce qu'en général, vous avez des rotations sur un summer. Donc le plus... Ouais. Est-ce que le spring est obligatoire afin de basculer sur un summer ou il y a des cas comme... par exemple, moi je prends... Compris. Et je ne fais pas, donc le spring est prévu. Est-ce que le spring est obligatoire pour décrocher un summer ? Le spring est absolument pas obligatoire pour décrocher un summer. Sur un summer de 100 personnes, tu auras entre 20 et 30% de la promo qui vient du spring. Okay. Ça laisse plus des 2 tiers ouverts
aux candidats qui n'ont pas postulé au Summer l'année précédente. Si vous postulez en Spring et vous n'êtes pas pris, ça ne réduit pas vos chances d'avoir un Summer. Au contraire, vous pourrez dire « j'ai déjà postulé l'an dernier et là je repostule cette année » et ça montre ma détermination, ma motivation et la cohérence des choix que je fais. Ok ? Ça ne veut pas dire, à l'inverse, que vous n'avez pas été pris l'an dernier, donc vous êtes sur une certaine blacklist ou je ne sais quoi. Au contraire, ça montre que vous êtes persistant et cohérent dans vos choix. Les off-cycle, donc c'est tout ce qui n'est pas un spring ou un summer. C'est les stages de césure, les stages de fin d'études. Ça, c'est très français. C'est un modèle qui est ultra répandu. C'est un modèle qui fonctionne bien, qui est très bien pour apprendre un métier, pour mettre des marques sur son CV. C'est un modèle qui est moins bien pour aboutir à un job. Okay, parce qu'en France, c'est plus difficile d'obtenir un CDI. Alors, en général, sur les premiers stages de césure, vous avez énormément de pression de vos pairs. Okay, vous avez des potes de promo qui décrochent leur premier stage de césure. Vous vous dites, ok, ils ont des super stages, moi j'ai rien, j'ai la pression, etc. D'abord, il faut vous rendre compte que c'est pas... Les meilleures offres ne sont pas décrochées au début. Il y a plein de super offres qui tombent au dernier moment et donc il faut vous faire un peu confiance. Si vous avez un processus structuré, que vous êtes bon sur vos entretiens, que vous faites le taf de networking, vous allez trouver. Ok ? Il n'y a personne qui a jamais fait une césure blanche. Je connais personne. Ok ? Et j'ai vu énormément de candidats. Donc si votre angoisse c'est la césure, il faut faire baisser votre niveau d'angoisse, avoir un vrai process structuré de candidature et vous faire confiance. C'est pas motivationnel, c'est pragmatique. C'est basé sur un historique de 6 ans de candidats où tout le monde trouve. Ok ? Ensuite, il faut être malin. Les meilleures offres tombent au dernier moment. Là, on est au mois de juin, il y a des désistements et il faut savoir saisir une opportunité. Pour ça, il faut utiliser LinkedIn, il faut utiliser votre réseau d'école et il faut aussi utiliser le réseau que vous n'avez pas encore. C'est-à-dire contacter des gens que vous ne connaissez pas. Si vous arrivez dans un process où une équipe recherche quelqu'un, ASAP, pour juillet, aujourd'hui on est le 18 juin, vous êtes certain d'être dans les 3 entretiens qui vont faire passer et du coup vous avez énormément de chances d'avoir l'offre. Ok ? Donc ça c'est la manière dont ça se passe dans la vraie vie. L'équipe se réveille, on a un stagiaire qui vient de nous planter pour juillet, comment on fait ? On poste sur LinkedIn, on poste sur Facebook, on a 10 candidats, il y en a 7 qui sont à côté de la plaque, il y en a 3 qui tiennent à peu près la route, on les voit demain et on fait une offre. Ok ? Vous n'êtes pas benchmarké sur les 5000 candidats qui ont postulé cette année-là dans cette banque. Où est-ce qu'on postule ? D'abord, vous avez les banques d'affaires traditionnelles. Et au sein de ces banques d'affaires, il y a une myriade de jobs qui existent et qui ne sont pas du M&A ou du trading. Ok ? Vous avez des gens qui vont faire de l'asset management chez Goldman. Vous avez des gens qui vont faire des opérations chez JP. Vous avez des gens qui vont faire de l'IT chez Merrill. Et donc, vous avez beaucoup plus que simplement les 2 grands métiers que vous avez en tête. Okay. Si vous êtes là uniquement pour le brand name, vous pouvez tout à fait aller vous planquer dans un métier un peu moins connu. Vous aurez moins de bonus en fin d'année. Okay. Mais si ce qui vous drive, c'est le brand name uniquement, bah, ce sera beaucoup plus simple. Si jamais... Donc je fais une petite parenthèse sur les divisions. Au sein des banques, il y a plusieurs divisions et elles ont des noms assez exotiques
qui changent d'une banque à l'autre. Faites attention lorsque vous postulez à bien choisir votre division. Je vous donne un exemple. Vous avez des divisions Global Capital Market, et ça recouvre absolument pas les mêmes métiers. Okay, vous avez des divisions CMO, Capital Market Origination, des divisions Investment Banking, et dans certaines banques, l'Equity Capital Market va être dans l'Investment Banking et dans l'autre banque, dans le Capital Market Origination. Donc vous devez faire attention, en général, vous avez une page sur chacune des banques avec les divisions et les métiers qu'elles recouvrent. On va vous demander, lorsque vous candidatez, de savoir déjà dans quelle division vous voulez aller. C'est un peu dur, parce qu'en vrai, vous ne savez pas, et ça va être l'objectif des rotations que vous ferez en summer. Mais a priori, il faut quand même faire un choix. Faire un choix, ça veut dire postuler à une division, ça veut dire parler à des gens au sein de cette division qui vous expliquent comment elle est organisée, comment sont organisées les équipes secteurs, les équipes produits, et qu'est-ce qui va vous plaire, vous. Plus vous parlerez à des gens des différentes banques, plus vous aurez d'infos pour vos candidatures, et plus vous aurez éventuellement de champions pour pousser votre candidature en interne. Comment ça fonctionne chez Morgan Stanley ? Chaque banquier a accès aux candidats qui ont postulé et peut upvoter un candidat. Ok ? Et donc si plusieurs personnes upvotent le même candidat, ça veut dire que cette personne-là a fait le travail de networking, a fait le travail de contacter directement des gens, de parler avec eux en individuel, de montrer sa motivation. Et ça aboutit, si on fait bien le travail, à une recommandation du banquier en question sur cette espèce d'intranet. Ça, c'est les coulisses. De la même manière, dans les événements auxquels vous allez participer, qui a participé à un événement d'une banque à Paris ? Levez la main. 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Donc vous êtes, je ne sais pas, je dirais une grosse centaine. Vous avez 3 personnes qui ont participé à un event d'une banque à Paris. C'est des events qui ont très peu de communication publique. Pour autant, les candidats qui sont un petit peu sérieux sur leur process savent qu'ils existent, savent à quelle adresse et à quelle date ont lieu ces events, et du coup se pointent et peuvent networker directement avec des banquiers. Ok ? Ça, c'est un travail de networking qui prend beaucoup de temps, mais dont vous ne pouvez pas faire l'économie pour les processus de recrutement à Londres, mais également à Paris. À Paris, c'est un petit peu différent, c'est moins à l'anglo-saxonne, mais malgré tout, si vous voulez aller chez Lazard, chez Rothschild, vous allez contacter directement des anciens de vos écoles qui vont vous accorder un peu de temps, vous allez pouvoir leur présenter votre projet, et s'il y a un fit, éventuellement, cette personne pourra aller voir les RH pour un premier tour d'entretien. Mais donc, votre approche directe, elle fait partie du process. Ce n'est pas quelque chose que vous faites en plus et qui fait de vous un candidat spectaculaire, c'est quelque chose qui fait de vous un candidat crédible. Okay ? Ceux qui ne font pas cette démarche, en général, ont beaucoup moins de chance. Je dis en général parce que vous trouverez tout le temps quelqu'un qui vous dira « moi, j'ai juste postulé chez Goldman cette année et puis j'ai eu mon offre de summer ». Okay ? Ça, c'est à vous de savoir si vous voulez faire pareil, au même titre qu'il y a des gens qui gagnent au loto. Il y a d'autres institutions financières que les banques. Si vous êtes très commercial avec une école de 2e catégorie, quelle que soit la définition de ce que vous mettez là-dedans, le brokerage, c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus méritocratique pour l'aspect finance de marché. Si vous êtes très commercial, c'est une très bonne porte d'entrée. Et les rémunérations sont, pour les meilleurs, absolument délirantes. Si jamais vous avez un appétit pour les matières premières, il y a beaucoup de maisons de trading de matières premières qui existent, qui n'ont pas pignon sur rue
et qui pour autant sont extrêmement réputés. Est-ce que quelqu'un connaît Vitol, Trafigura, Glencore, Louis Dreyfus Commodities? Tout ça, c'est des maisons de négoce de matières premières ou de trading de commodities en anglais qui vont faire des volumes d'affaires absolument gigantesques. Un Vitol doit générer 300 milliards de volume d'affaires annuel. Okay. C'est colossal. Glencore, c'est une boîte cotée. Ils font du trading et donc ensuite dans les commodities, vous avez plusieurs catégories de commodities. Vous avez grosso modo le physique et le papier. Donc le physique, c'est des cargos qui se déplacent dans l'océan et le papier, c'est des dérivés de leur sous-jacent. Ouais. Les sections commodities, elles ne sont pas justement réputées pour recruter des candidats plus diplômés? Les sections, donc les trading house, donc ces maisons de trading de commo, sont extrêmement sélectives. Okay, c'est des niveaux de sélectivité infiniment supérieurs aux banques d'affaires. Les banques n'ont presque plus de département commo. Ça, vous devez le savoir si le sujet vous intéresse. Ça consomme trop de capitaux propres et du coup les dernières régulations ont fait que les banques sont toutes séparées, sauf quelques banques. Et effectivement, ils recrutent souvent des gens qui ont 1 à 2 ans d'expérience préalable dans les comos. Mais paradoxalement, comme il n'y a plus de job en commo dans les banques, ces profils se font de plus en plus rares et du coup, il y a des graduates dans les maisons de trading de commo aujourd'hui. En général, le graduate chez Trafigura, c'est un graduate de ce qu'on appelle, c'est du middle office, donc c'est des gens qui vont gérer les opérations au niveau des zones portuaires. Okay, le middle n'a pas la même réputation négativement connotée que dans la salle de marché. C'est plus un endroit où les gens bossent et les meilleurs du middle deviennent traders. Le middle office des commodities est plus facile d'accès que... Il y a des graduates pour intégrer le middle dans les maisons de trading de commo. Vous avez ensuite les cabinets d'audit qui ont une grosse activité de transaction. Donc EY, KPMG, Deloitte, Price et Mazars, avec 8 Advisory et Accuracy, sont les gros acteurs de ce qu'on appelle le TS. C'est les gens qui font les due deals sur toutes les transactions. Donc dès qu'il y a un deal en fusion-acquisition, il y a un cabinet d'ETS qui va intervenir pour faire un audit d'acquisition. C'est des gens qui sont très techniques sur les aspects financiers. Concrètement, les items sur lesquels ils travaillent, c'est l'ajustement de l'EBITDA. Donc on va vraiment rentrer dans le détail du business, de l'EBITDA et voir si on a correctement reflété le business dans l'EBITDA ou bien s'il faut faire des ajustements. Et ça impacte directement le prix d'acquisition puisqu'en général, on applique un multiple à l'EBITDA ajusté. Donc ça, c'est des gens qui ont une grosse technicité, qui font un gros volume de deals. Vous avez entre 10 et 15 transactions par an pour quelqu'un qui fait du TS. Donc beaucoup plus de deals qu'un banquier large cap traditionnel, je dirais. Mais moins de vue globale sur le deal. En gros, il y a moins de compréhension du rationnel stratégique puisque l'auditeur il arrive uniquement à un instant T pour produire un rapport technique et ensuite il ne sait pas si le deal se fait ou pas et c'est vraiment soit il va l'apprendre dans la presse, soit il a une bonne relation avec le client qui va lui dire, mais concrètement il n'est pas gardé dans la boucle pour savoir si le deal s'est fait. Et ça c'est... le TS peut mener au private equity parce que la compétence technique est appréciée. C'est vrai surtout dans les fonds small et mid cap qui vont recruter des gens qui ont fait du TS avant. C'est pas vrai dans les gros fonds de large cap. Okay, Blackstone n'a jamais recruté un type qui a fait du TS avant.
Pourquoi ? Parce que d'abord Blackstone recrute des juniors à bac 0, donc en fait c'était un exemple qui n'est pas le plus pertinent. Mais un Carlyle va recruter des gens qui ont fait des grosses banques d'affaires anglo-saxonnes en M&A ou en leverage finance, et c'est à peu près tout. Ils ont assez de candidats dans ce pool pour ne pas aller regarder ailleurs. Et enfin, vous avez le private equity. Et donc, le PE, c'est un métier différent puisque c'est un métier d'investisseur et non pas de conseil. Le PE, c'est une activité qui déploie du capital sur des boîtes privées. Vous avez différentes maturités de boîtes. Donc, vous avez du CapDev, c'est des boîtes en croissance, capital développement. Vous avez des gros fonds de LBO classiques. Eux, ils prennent des boîtes matures et grosso modo, ils les achètent et puis 5 ans après, ils les revendent. Ils améliorent la performance opérationnelle, ils mettent beaucoup de dettes sur la boîte et ils sortent en faisant un retour intéressant pour leurs investisseurs. Et le retour, on l'appelle le TRI. Et un TRI, c'est entre 15, 20, 25% pour un fonds de LBO. Les TRI sur les fonds infra vont être beaucoup plus faibles, okay, 8, 10, 12%. Et ça dépend évidemment des cycles. Okay, ça dépend des cycles. Pour les dates de candidature, à Paris. Donc je vous ai dit que le gros se joue sur les forums de recrutement. Si vous n'êtes pas étudiant aujourd'hui à HEC, à l'ESSEC, à l'ESCP, à Sciences Po, à l'IX, à Télécom Paris, aux mines, je ne sais quoi. Comment vous faites ? Vous allez quand même à ces forums de recrutement. Donc là, il y a des gens qui feraient ça, je ne comprends pas, mais comment ? Vous rentrez dans l'école qui n'est pas la vôtre, à un forum qui n'est pas dédié à votre école, et vous allez voir les recruteurs. Ok ? C'est pas de la fraude, vous n'êtes pas en train de voler, vous n'êtes pas en train d'assassiner, c'est pas grave. C'est simplement vous dire à quel moment est-ce que je peux voir le recruteur de telle banque ? Bah, à un moment où effectivement je sais qu'il est dans cette école puisqu'il est en train de recruter à ce moment-là. Compris ? Et c'est quelque chose que beaucoup de candidats font tous les ans. C'est juste qu'ils ne s'affichent pas au milieu des couloirs de l'ESSEC avec une étiquette ESC Reims. Okay ? Pour autant, c'est quelque chose que certains recruteurs vont dire t'as rien à faire ici. Très bien. Et puis il y a d'autres recruteurs qui vont dire ok, t'es venu jusqu'à Cergy, c'est pas ton école, j'apprécie l'approche, pourquoi t'es là ? Ok ? Et pour les stages de césure, je vais prendre un extrême qui est celui de Messier. Messier, ils n'ont pas de site web. Ok ? Donc là, vous vous dites, ok, je veux candidater chez Messier, mais ils n'ont pas de site web, comment je fais ? C'est un très bon exemple parce qu'il faut faire pareil partout. Il faut vous dire, je vais identifier des banquiers qui travaillent chez Messier sur LinkedIn. Je vais pouvoir éventuellement aller sur les forums de recrutement où Messier est présent. Et je vais, avec ces différents points de contact, pouvoir témoigner d'une motivation pour rejoindre en stage cette équipe. Ok ? Est-ce que c'est clair ? Donc postuler en ligne, c'est très important à Londres, c'est indispensable à Londres, parce que vous devez être dans le système, comme je vous l'ai expliqué, les banquiers peuvent vous pousser si vous êtes dans le système, si vous n'êtes pas dans le système, personne ne peut vous aider, donc il faut absolument candidater en ligne. Comment on fait pour passer le screening ? Donc j'ai déjà donné beaucoup de clés pour passer le screening, mais d'abord la première étape, c'est la candidature. On ne peut pas passer un screening si on ne candidate pas. Captain Obvious. Le problème, c'est que beaucoup des candidats auprès de qui on fait ces conférences, et même des candidats qui viennent en formation chez nous, ne postulent pas. C'est hyper dur à comprendre. C'est un mystère que je n'ai pas craqué.
les gens se laissent déborder par leur rentrée scolaire, par leur teuf, par leur asso, par leur famille, par je ne sais quel week-end, et du coup passent complètement à côté des échéances. Donc ils vous expliquent qu'ils sont super motivés, mais leurs actions ne sont pas en ligne avec leurs intentions. Et donc il n'y a rien d'autre à faire pour ces process que de se caler des créneaux dans son agenda avec une équipe de 3 à 4 personnes qui a les mêmes objectifs que vous et de faire les candidatures. Ça prend du temps, c'est long. Ça, c'est juste l'aspect candidature. Et après, il y a la préparation technique qui aussi prend du temps. Donc ça, c'est les candidatures et c'est l'aspect numéro 1. Vous ne pouvez pas, à Londres, trouver une offre si vous n'avez pas postulé en ligne. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'offre sans candidature initiale. Alors, les candidatures en ligne se passent sur Internet, sur le site de chaque banque. Il y a une section recrutement. Ça prend du temps. Il y a plein de cases à remplir. On vous demande tout un tas de documents. C'est une étape indispensable. Paradoxalement, la banque où la candidature en ligne est la plus light, c'est Goldman. Je vais faire un petit point sur les tests parce qu'en général, c'est quelque chose qui angoisse beaucoup les candidats. Il y a plusieurs tests en ligne qui vont être proposés une fois que vous avez postulé et validé votre application. Ces tests en ligne, ils sont numériques, logiques, verbaux ou situationnels. Il faut les préparer absolument. Okay, parce que personne n'a un bon score à ces tests sans les avoir préparés. Donc, les gens qui ont des bons scores à ces tests sont les gens qui ont préparé ces tests. Les éditeurs de ces tests sont au nombre de 2 et c'est eux qui fournissent toutes les banques. Donc, vous allez retrouver les mêmes questions entre les banques et d'une année sur l'autre. Donc en gros, vous avez beaucoup de matière à bosser vos questions si vous vous débrouillez des annales de ces questions. Vous avez aussi des prestataires qui vous permettent de vous entraîner sur Internet à ces tests. Okay, en payant 20 €, 30 €, vous avez toute une batterie de tests pour vous entraîner. On n'en fait pas partie, je ne fais pas ma pub en disant ça. Je vous dis simplement que même si vous êtes très bon en maths, il faut les bosser. Okay, et c'est trop dommage de sauter sur les tests. Je crois qu'il y a un candidat sur 2 qui saute sur les tests en summer. On va faire un petit point sur le fit. Donc, vous avez la candidature en ligne et puis idéalement, vous avez un premier entretien téléphonique. Ça, c'est pour Londres. Le premier entretien téléphonique, c'est un entretien qui dure 20-25 minutes et qui va tester des questions de ce qu'on appelle le fit. C'est pas du tout technique, c'est pas du tout de la finance. C'est des questions où on va vous demander « Tell me about yourself ». Ça, c'est une question sur laquelle les candidats en général sont assez mauvais parce qu'ils ont l'impression que ça s'improvise alors qu'en fait, vous devez absolument avoir 2-3 bullet points hyper synthétique, en anglais impeccable, qui présente votre profil. Tous les candidats qui ont eu des offres en spring et au summer ont fait ce travail en amont. Okay, un gros fichier Word avec tout le travail. Et évidemment, ces questions-là, elles ne s'appuient que sur vos expériences personnelles. C'est pour ça que si vous récupérez le fichier d'un copain à vous qui a eu son offre l'année d'avant, ça n'a que très peu de valeur. Parce qu'il va parler de son expérience de scout, de son volleyball et de son accident de voiture. Et vous n'avez fait aucun des 3. Okay, ces 3 expériences vont être structurantes dans son storytelling. Vous avez d'autres expériences et vous devez passer du temps à les travailler, à faire ressortir soit la performance, soit les obstacles que vous avez surmontés et de donner les qualités que ça montre chez vous. Et ça, c'est la dernière clé, c'est qu'à chaque fois, vous devez donner les qualités que ça montre chez vous. On propose des formations
juillet c'est complet, août et septembre pour préparer les spring et les summer. Ce qu'on appelle les summer sessions chez nous, c'est des formations sur 3 week-ends. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en stage pendant cette période. L'avantage pour vous, c'est que vous avez un groupe de travail dans un environnement bienveillant avec des gens qui ont les mêmes objectifs que vous et des gens qui vous encadrent dans ces candidatures. Après, il y a plein de modules, candidature en ligne, recruiting process networking, donc c'est un approfondi de ce qu'on vient de voir là. Il y a un module de fit, il y a un module de brain teaser, il y a 4 modules techniques, soit en corpo, soit en marché. Il y a un module d'assessment center où on simule un assessment center et ça c'est calqué sur celui qui est chez JP. Et je pense que là j'ai à peu près fait le tour. Il y a un module online essai évidemment pour vous aider dans les candidatures en ligne. Et un module CV. Donc tous ces éléments-là, c'est le week-end entre 10h et 17h. Et l'idée c'est que vous sortez de là avec un groupe de travail de 4-5 personnes et vous allez traverser l'enfer jusqu'à mi-novembre ensemble. Ok, c'est des process où jouer solo, que vous veniez en formation ou pas, c'est pas la question, c'est pas un bon calcul. Ok ? Parce que vous allez avoir besoin de gens pour vous soutenir un petit peu. Et il y a un des éléments que je n'ai pas abordé ici et qui est hyper important dans ces process, c'est qu'on va vous dire non tout le temps. Vous allez candidater, personne ne va vous rappeler. C'est normal, ça fait partie du process et vous avez besoin que d'une seule offre. Ok ? Vous avez ceux d'entre vous qui sont intéressés par les techs, vous avez toujours ces histoires, ils ont été refusés par 75 investisseurs et aujourd'hui ils valent 2 milliards. Okay ? Ça c'est Robinhood, l'application de trading, 73 investisseurs, 73 meetings, 73 refus. Et il y a un investisseur qui a mis au départ un tour de seed. Aujourd'hui l'app elle vaut plus de 2 milliards, elle est utilisée par des dizaines de millions d'Américains, etc. Bon c'est exactement le même process. C'est en gros vous devez être assez résilient pour encaisser un grand nombre de refus jusqu'à ce qu'une personne vous file un entretien. Et parfois, on va vous dire non et vous allez repostuler l'année prochaine et c'est l'an prochain qu'on vous dira oui une fois. Et j'ai des candidats qui ont postulé 3 années d'affilée, et ça c'est pas un mythe, pour avoir un entretien et au final décrocher une offre. Ça c'est chez Merrill, c'est un gars qui avait fait une post-bac à Lyon, le fond du seau, et année après année, et aujourd'hui il est parti en trading chez Merrill, aujourd'hui il fait de l'equity research chez Merrill. Ok ? Et aujourd'hui il grogne parce qu'il n'est pas payé assez. Mais ça c'est, à l'époque il me disait non mais moi je grognerai jamais sur ma REM, je sais la chance que j'ai si j'ai un job, etc. Et aujourd'hui il grogne sur sa REM. Donc la définition d'un banquier c'est qu'il grogne sur sa rémunération. Mon point c'est de dire que c'est assez facile dans ce contexte d'abandonner et que ce process il teste aussi à quel point vous n'allez pas abandonner. Et il y a beaucoup de gens qui vous expliqueront qu'ils n'ont eu qu'une seule offre. Et ça, c'est pas vraiment cohérent, un type qui vous explique qu'il a eu qu'une seule offre chez Morgan Stanley et qu'il a été rappelé par personne d'autre. Parce qu'a priori, si vous avez Morgan Stanley, vous vous dites, il doit avoir Citi, il doit avoir Merrill, parce que c'est quand même un peu moins bien. Non. Le dernier élément que vous devez comprendre, c'est qu'il y a un énorme facteur chance dans ces process et qu'il y a des types qui sont rappelés et qui ont une offre chez Goldman et qui ont été rappelés par personne d'autre, et il y en a tous les ans. Ok ? Donc c'est pas rationnel, il faut beaucoup de résilience, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir une petite équipe très resserrée, où vous faites confiance et où vous avancez, vous mettez des créneaux dans votre calendrier et vous travaillez comme ça de manière régulière. Vous allez aux events des banques ensemble et vous rentrez aux events dans lesquels vous n'êtes pas invités ensemble. Et ça c'est drôle aussi et c'est indispensable. On prépare également, pour ceux qui sont intéressés par les masters en finance, il y a le ranking du FT qui vient de sortir ce matin. J'ai plein de choses à dire dessus, mais ce sera l'objet d'autres conversations. Ça peut être un bon calcul de faire un master après votre scolarité,
si jamais vous voulez vous donner du temps. Ok, mais pas n'importe quel master, même pas s'il est bien ranké au FT, parce que c'est important de comprendre que tous les masters n'ont pas des débouchés sur les métiers qui vous intéressent. Et donc faites bien votre due diligence lorsque vous allez mettre 20 000 € dans un master, de parler à des anciens qui vous confirment qu'il y a bien des jobs à la sortie. Vous avez une adresse mail, on répond à tous les emails. C'est bizarre, c'est pas une stratégie très optimale du point de vue du temps qu'on alloue, mais c'est une politique. Donc si vous avez la moindre question, vous pouvez nous écrire et on vous répondra. Si vous êtes abusif, on vous enverra balader. Et si vous êtes sympathique, eh ben on vous répondra avec plaisir. Et grosso modo, les banquiers screenent les candidats comme nous. Donc ça va, on est assez cohérent. Est-ce qu'il y a des questions ? Ouais. Vous avez parlé du profil étudiant, c'est-à-dire un ingénieur qui va... C'est-à-dire toi ? Ouais. Par exemple. L'ingénieur qui après fait un diplôme dans l'école de commerce, Ouais. comment est-ce qu'il peut vendre le fait qu'il est ingénieur, Ouais. qu'il n'a absolument pas du tout de background financier? Alors, pour te rassurer, la quasi-totalité des ingénieurs qui vont en finance n'ont pas de background en finance. Donc il ne faut pas que ça t'inquiète, puisqu'a priori de l'autre côté de la barrière, il y a des ingénieurs comme toi et vous connecterez justement là-dessus. C'est-à-dire qu'ils t'expliqueront qu'eux, ils étaient complètement à l'ouest et qu'ils ont croisé un type sympa à un event et que le type leur a dit « écoute, voilà ce que je fais, ça leur a plu », du coup ils ont postulé et ils se sont retrouvés à faire ce métier. Donc tu vas trouver des gens auprès de qui ce message va résonner. Et de l'autre côté, tu as des types qui te diront bah, tu n'as pas d'expérience pro, tu ne nous intéresses pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une banque, ce n'est pas homogène. Et vous devez trouver les bons relais en interne pour vous. Donc il y a des types qui ne vont pas vous calculer en event, parce que tu n'as rien fait d'intéressant pour eux. Et puis tu vas tomber sur un mec qui a fait une école d'ingé, qui se reconnaît un petit peu dans ton air perdu à l'event, en train de picoler, et qui va sympathiser avec toi, et qui du coup va te filer un coup de main. Ok ? Est-ce que c'est clair ça ? Parce que demain, tu seras cette personne qui recrute, et du coup tu trouveras ça sympa d'avoir un mec un peu moins shark que les autres, où tu vas dire non mais c'est un ingé, donc il est meilleur, il est plus smart, et tu vas un peu le coopter, le prendre sous ton aile. C'est clair ? Ouais. Francfort, Francfort c'est un peu l'inconnu. Donc les summers aujourd'hui ont toujours lieu à Londres. J'ai l'impression que de plus en plus les allocations post-summer se feront en fonction des nationalités de chacun. Donc Francfort, Paris, Madrid, en fonction des nationalités des candidats. Je pense que Francfort sera clairement dans les tops en termes de volume de candidats qui partent là-bas. Mais je suis incapable de te le dire, c'est purement prospectif. Aujourd'hui, les gens qui sont embauchés à Londres. De janvier 2019 à mai 2019, je serai en échange à Shanghai. Ce ne serait pas trop tard pour postuler en summer. Parce qu'en décembre 2018, je vais à l'étranger et au niveau des entretiens pour les summer. Alors, les entretiens ont lieu en général en octobre-novembre. Donc, bien avant les dates que tu évoques. Pour être fixé avant mon départ. En général, tout le monde est fixé avant décembre. Ceux qui ne sont pas fixés, c'est qu'ils n'ont pas été rappelés et du coup, il faut comprendre que c'est négatif. Je ne sais pas si j'avais répondu à ta question du coup. C'était quoi ? Si on n'a pas de summer, on garde la pêche, on postule en off-cycle et on repostule au summer l'année suivante. Alors c'est tout le temps. Okay, les off-cycle, il y en a. Les grandes saisons, c'est janvier, juillet et septembre. Et après, il y a aussi des recrutements qui ont lieu en avril, en mars, en avril et en octobre. Donc il y en a à peu près tout le temps. On va terminer cette conférence. Je vous remercie. C'était long. J'espère que c'était bon. Si vous avez des questions, je vais rester encore quelques minutes. N'hésitez pas.
Et si vous avez d'autres questions un petit peu plus longues, passez plutôt par email, on prendra le temps d'y répondre. Merci beaucoup.